dans les centres de test. Non. Non, je crois pas. Je suis parti là. Là, je fais 40 kilos. Bon, alors je vais vous présenter Claire Verneil et Stéphane Perron. On dit Stéphane ou Stéphane? Ah oui, Stéphane. Claire, elle dit Stéphane, je dis Stéphane. Je dis Stéphane. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de E à la fin de son prénom, donc ça doit être ça. Bon, alors Claire Verneil, j'imagine que vous la connaissez. En tout cas, je vais vous la présenter. Oui. Bon, alors, elle est niçoise. Déjà, on avait Cagnes-sur-Mer ce matin, maintenant on a Nice cet après-midi. Vous avez vu, on est parti d'Italie il y a quelques années et on a commencé notre invasion. On monte tout doucement. Pareil dans son temps. Alors, donc Claire, c'était une brillante avocate du barreau niçois, et voilà typiquement qu'elle a fait Masterchef. Il y a quelques années de ça, je ne sais plus en quelle année, en 2011. Ouais, c'était hier. Hier, voilà. Et depuis, elle a eu le virus, elle s'est reconvertie. Elle est devenue pâtissière. Alors, elle a travaillé dans une belle maison, au Fermont à Monte-Carlo, avec Yves Joannès et Roubaix de France. Maintenant, c'est une jeune maman quand même, depuis, elle a fait des choses. C'est ça. Elle a une société de conseil et elle fait des prestations privées. Elle aussi, elle anime télé-shopping. Bon, je regarde pas la télé, ouais, je t'apprendrai. Non, c'est pas la peine. Moi, je suis allergique au télé-shopping. Mais n'empêche qu'elle anime le télé-shopping sur TF1. Il n'y a pas de... Voilà, c'est bien. Et les chroniqueuses à Sud Radio, il y a direct matin. Exactement. Voilà. Et puis elle a peut-être un projet à venir avec le jeune homme. Avec quelqu'un qui est pas loin, ouais. Je sais pas. Et Stéphane, pardon. Si je fais des fautes, ça va pas du tout. Donc il a été meilleur confiturier en 2014 et champion du monde de confiture en 2015. Donc vous avez bien compris que c'est le roi de la confiture. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il a commencé par être apprenti charcutier. Comme quoi la gosse aménette. Après il a fait de la cuisine. Après il a fait de la boulangerie. Il a fait du traiteur. Il a fait plein de choses. Et puis finalement, il a dit que la confiture, ça allait et la cuisine pour la créativité et la pâtisserie pour la rigueur, c'est ça ou pas le sucré? Pour le sucre aussi. Pour le sucre quand même. Donc maintenant, eh bien, ah oui, il a fait poissonnier aussi, tu as fait aussi. Tu es passé dans le poisson, tu as travaillé chez les poissonniers. Voilà. Comme beaucoup, je suis rentré dans la profession, je suis juste un amoureux de produits et de techniques. Donc j'ai essayé d'apprendre les différentes techniques, les différents métiers de choses. Génial. Donc il est très... beaucoup d'imagination, enfin beaucoup de... Il est perfectionniste, voilà, c'est surtout ça. Donc oui, parce que tu as même été chef de cuisine. Voilà, c'est ça. Et donc, il fait des super confitures et il approvisionne beaucoup de chefs étoilés, qui sont d'ailleurs beaucoup mes amis. Alors, Johan Comte, qui a la Maison Bleue à Annecy, à Verrier-du-Lac plutôt. Jean Sulpice, mon chouchou, qui est à Talloires maintenant, après avoir été à Val d'Isère, à Val d'Orens, pardon, et qui a 2 étoiles. Anne-Sophie Pic. La Tour d'Argent un petit peu plus loin. Ah oui, à Paris. Bon, à Paris, je ne sais pas plus trop. On cherche des devant. Voilà. Nous, on est des provinciaux. Toi, t'es d'où à l'origine? Moi, je suis normand d'origine. Bon, il est normand, ça va. Donc, voilà. Et donc, bon, ça, maintenant, je les ai présentés. Ils n'ont plus aucun secret pour vous. Vous pouvez leur poser des questions. Et ils vont nous faire, en fait... Ah, mais Thibaut Ruggieri aussi, j'ai oublié de dire. Ah oui, Thibaut. Qui a quand même eu le Bocuse d'Or. Il y a quelques années, c'était trop sympa. Donc, ils vont nous faire... C'est la mode des revisites. Si vous regardez une émission sur la 6, là où on revisite pas mal de choses, et bien eux, ils ont décidé de revisiter aussi. Et alors, quand on revisite, on peut extrapoler, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ils vont nous revisiter, ils vont faire dans l'esprit d'un Mont Blanc. Vous savez ce que c'est le Mont Blanc avec la crème de marron, tout ça? Parce que quand même ici, on n'est pas loin d'Ardèche, avec les marrons. Et vos agrumes, mélanger au marron et la grue. Donc voilà, il y a quelqu'un qui parle, mais c'est bon. C'est alors vous trouvez ce code-là sur le professionnel. C'est le champion du monde sur le niveau. Vous avez l'école en France, vous avez le champion et là, vous chez mes confrères des arts sucrés. Pour cette année, la France a aussi remporté le championnat d'arts sucrés. Donc c'est le code qui permet de faire aussi.
prends un micro, ça mieux. Ouais. Et donc j'en profite peut-être pour vous expliquer en fait ce que ça va être notre visite. En fait, c'est qu'effectivement on a voulu privilégier les recettes, on va dire, de saison. Parce que le blanc, moi j'en mange rarement juillet août. Ouais. Enfin, moi je suis plutôt mer. Hein. Enfin, c'est un concept, un truc à Nice, tu vas voir le temps du dos, tu vas voir c'est la mer. Tu marches et tout. Et donc on livre forcément beaucoup d'agrumes. Et c'est vrai que la recette du Mont Blanc, qui est basée donc, voilà, sur de la chantilly, sur la crème de marron, sur de la meringue, on a trouvé intéressant quand on fait une démonstration à 4 mains avec Stéphane, on intègre tout le temps du fruit. Moi, souvent sur ma planche, j'ai un citron de Monton ou une clémentine de Corse ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, là, on a trouvé que c'était apporter un petit peu de fraîcheur à un dessert qui est très rond en bouche. Et donc, on est allé un petit peu bousculer. Et puis, effectivement, quand on est dans la région Marron-Ardèche, on est ici pas très loin de Saint-L'Héritage, avec des superbes crus de chocolat. Et donc, là, on travaille un chocolat fermenté de Valrhona à 70% de cacao. Mais on va garder quand même donc, voilà, la base, à savoir une meringue, une crème de marron, des marrons glacés. Donc, et après, les agrumes sous plusieurs formes. Alors, on va l'avoir au frais. Et puis, Stéphane va nous faire une petite confiture en, j'ai envie de dire, minutes. Voilà, avec des clémentines. Et puis, le temps que ça refroidisse, en fait, vous pourrez goûter comme ça dans la soupe. On va faire 5 fameuses clémentines du Bézune, en fait, qui est un produit de saison avec une fois que la récolte est finie, il y en a plus, il y en a tous, c'est 200 c'est 300. Et donc, on a vraiment un bon goût de fruits. Et donc, voilà, on va faire une alliance assez gourmande. Alors, le chocolat, vous savez qu'en général, ça se marie bien avec les agrumes. Donc, il y a un petit lien comme ça. Et puis, avec le marron chocolat, ça fonctionne aussi bien. Donc, on estime qu'avec cette petite alliance, vous allez retrouver des petites choses qui vont... Et puis, l'idée, c'était aussi, ce qu'il faut dire, Claire, c'est que maintenant, on désucre de plus en plus les desserts. Et que l'idée d'amener de la confiture, obligatoirement, on ne peut pas non plus désucrer complètement la confiture, mais la confiture amène le sucre qu'on va enlever effectivement de l'autre côté. Et donc c'est vrai qu'après vous allez penser une recette où, pour vous dire en termes de préparation, on a une meringue, une ganache chocolat, une chantilly, crème de marron, des segments de fruits frais, après vous allez les avoir sous forme de confit. Le marron, on va l'avoir sous forme de crème et sous forme de marron confit, et donc c'est toute une alliance comme ça de produits frais, de produits travaillés, et puis pour chez vous après refaire, si vous avez la temps de tout refaire, des fois on se dit tiens aujourd'hui je vais faire une meringue, puis aussi tel jour je vais faire une ganache, et puis on est là pour s'amuser, pour vous donner des petites pistes comme ça, sur des bases de produits. Voilà, en premier jour le produit, la saisonnalité, on dit en hiver il n'y a pas de fruits, mais si pour profiter des agrumes, de leur richesse, des poires, des pommes, et chaque saison a sa richesse, et il y a des desserts qui sont agréables à manger comme ça. Tout le long de l'année, on sait qu'on les retrouve de façon séquencée. Si vous ne mangez pas de fraises, j'en vois plein sur Instagram, ça me rend hystérique, mais c'est pas grave. La Saint-Valentin, c'est la saison de la framboise, on voit bien. Alors, fraise framboise, hein. Voilà. Le 14 février, tous les desserts étaient à base de fraises et framboises. Donc voilà, moi je peux envie de vous dire, sans raison politique, non, je n'ai pas. Et aujourd'hui, manger des agrumes. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Donc Stéphane est en train de commencer sa confiture. Et moi, de mon côté, je vais vous dire très simplement, je vais faire une ganache. Alors, il y a beaucoup de façons de faire des ganaches. Moi, je vais vous faire une recette très simple. Donc, je vais vous faire un temps pour temps de crème fleurette et de chocolat noir, sachant voilà, que une ganache sur un temps pour temps, ça fonctionne quand vous avez un chocolat noir. Et plus vous allez descendre, c'est-à-dire si vous prenez un chocolat lait ou un chocolat blanc, il faudra réduire d'autant plus la crème parce que vous aurez enlevé du cacao dans votre chocolat, il y aura déjà eu un ajout de crème, de lait, de matière grasse. Et donc, si vous voulez que l'émulsion qui se passe est quelque chose d'assez cohérent, voilà, il faudra à chaque fois adapter la recette. Donc là, c'est une recette effectivement très simple, tout en portant comme ça, 500 g, je vais partir sur 500 g, 500 g. Voilà, en sachant que je vais faire chauffer ma crème et qu'après je vais venir la verser sur mes pistoles de chocolat. Les fèves, les pistoles, c'est pas chez Valrhona. Chez Valrhona, c'est des fèves. Hein. Moi j'aime bien me faire corriger par comme ça. Très important. Bien sûr. Et donc voilà, donc ça, voilà, je vais partir sur 500 g de chocolat, 500 g de fèves. Je vais dire chocolat en fait, comme ça je dirais pas une fève. Et donc en fait je vais faire chauffer ma crème qui va venir sur mes fèves. Et donc voilà, c'est une façon de faire, c'est pas la façon la plus académique, mais on va dire c'est une façon de faire assez rapide et de vous montrer comment on peut la réussir assez facilement. Les marrons, c'est des marrons imbers, c'est une maison ancienne
Ardèche qui fait, à mon avis, les meilleurs marrons glacés. Ça, c'est de la crème de marron, mais c'est de la purée de marron. Il existe plusieurs choses. Et ce qui varie, la crème de marron, c'est 50% marron, 50% sucre. Si c'est la purée, c'est 60%, 40%. Voilà, c'est les proportions qui varient. Et la texture aussi. Mais c'est extrêmement... C'est une maison familiale qui fait de superbes choses. Ensuite, tu as dit que c'était la double fermentation, le chocolat? Ouais, le chocolat. Nature ou parfumé? Nature. Ouais, parce que je trouve que là, il y a assez de parfums. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien travailler souvent le Itakuja, qui a des parfums de fruits de la passion. Banane. Ouais, banane passion, c'est quelque chose qui se marie bien. C'est vrai que on est quand même, on a la chance que maintenant, Palmona, on a la chance à dire ça s'adresse aussi au grand public. Et avant, on trouvait ça que chez les professionnels, et maintenant, en tablette, en petits sachets, on n'a pas forcément. On arrive à le trouver. On arrive à le trouver, effectivement. Oui, un petit peu partout. Chez Cookshop, par exemple. Chez Cookshop, oui, excellente. Une boutique. Parce que vous pouvez acheter quels que soient les chocolats Valrhona, elle a toute la gamme, mais vous pouvez acheter 200 grammes si vous voulez. Si vous voulez tester, vous n'avez pas celui que vous aimez, 200 grammes ou 500 grammes ou 1 kilo, bien sûr, mais pas obligé d'acheter 3 kilos comme quand on achète chez Valrhona. Ou alors quand on habite dans la région, on va à la boutique atteinte, donc là c'est plus facile. Ouais, là je crois que c'est Macalé. Hein. Là. Voilà, chocolat noir, double fermentation, c'est la mode, c'est juste la mode. Oui, c'est surtout que ce soit un chocolat avec du cacao, parce qu'on va effectivement le diluer avec son poids en crème, c'est quelque chose qui soit un petit peu marqué, et encore une fois, pas sucré. Si je partais sur un chocolat au lait ou quelque chose comme ça, on va encore avoir une note sucrée, alors que là je vais peut-être chercher un petit peu d'amertume en fait. Ce qui est intéressant dans un plat, on parle souvent d'avoir plein de... On parle de croquants gourmands en dessous de ça, mais ce qui est bien aussi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit peu d'amer. Il faut être habillé avec la mer. Là, vous allez voir qu'on va avoir un peu de zeste, mais on a aussi du zeste. Le zeste, c'est la partie blanche que vous avez, et c'est très important dans un plat, que ce soit un dessert ou un plat salé, d'avoir plein de petites émotions. Et la mer, quand on est enfant, peut-être qu'on n'a pas forcément le... Ça bouge. Ça bouge. Je parle d'avocate, hein. N'oubliez pas qu'elle était avocate. J'étais payée pour parler. Donc là, imaginez le truc, j'étais payée pour parler alors. Tu vois, je révisais, hein. C'était le poids des mots. Hein. Pas comme par l'image, le choc des photos, mais il y avait déjà le poids des mots. Alors là, tu veux que ça chauffe parce que ça chauffe pas partout, tu sais ça. Ah, alors on va mettre la chauffe au fond. Alors là, je vois qu'il y a de l'eau et du sucre, à mon avis. Voilà, tout à fait. Donc, et puis il y a un demi-citron. Il y a un demi-citron. Vous voyez là, avec la... Je ne sais pas s'il y a la caméra dessus, vous pouvez peut-être sur l'écran, oui. Donc, on va partir sur une recette très simple, recette minute. Alors, il y a plusieurs façons de faire les confitures. Il y a les techniques à l'ancienne, c'est-à-dire à la royale, où on travaille par macération. Donc, ce que fait très bien Christine Ferber. Donc, technique de macération, on met les fruits à macérer avec le sucre, on attend effectivement qu'un sirop se dégage, puis on démarre une cuisson. Après, vous avez une deuxième technique qui a été mise au point, entre guillemets, sur la cuisson au sirop, que Feu Francisco faisait effectivement... oui, champion du monde, triple champion du monde. Donc, qu'il avait mis au point, effectivement, qui permettait, on va dire, sur l'idée, c'était d'avoir moins de macération, parce que macération, ça permet de pré-cuire, effectivement, un petit peu le fruit, alors qu'en travaillant sur le cuisson au sirop, on va plutôt avoir cette technique, souvent je prends l'image de la cuisson au haut des légumes. C'est-à-dire qu'on va saisir très rapidement les fruits et évaporer très rapidement l'humidité. Ce qui permet sur des fruits fragiles, par exemple comme la framboise, la fraise, de pouvoir avoir une cuisson peut-être un peu moins brusque et un peu plus rapide. Voilà. Donc l'idée c'est de prendre, alors sur une base, si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas. On va prendre pour 1 kg de fruits, on va travailler à 607, allez, sur l'orange 700 g de sucre. On va mettre 200 g d'eau. Et on va travailler sur un demi-citron. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais la petite technique, nous à l'atelier, on fait blanchir nos citrons. Pourquoi? On les blanchit la veille, 7 minutes, ça permet effectivement d'éclater un peu les fibres, et on les met au congèle, on éclate encore les fibres. Pourquoi? Parce que le citron est riche en pectine. Tous les fruits ont de la pectine à quantité plus ou moins importante, et le fait d'éclater les fibres sur notre citron, ça va permettre au citron, lors de la cuisson, de libérer naturellement sa pectine. La pectine, c'est important dans la confiture, c'est ce qui permet d'avoir la gélification. Et d'avoir ce côté facile à tartiner. Et quand tu dis que tu blanchis 2 fois les citrons, tu les blanchis entiers ou tu les prends? Alors ils sont blanchis entiers, avec la peau, oui. Tout à fait. Donc on les blanchit, c'est simple, on met dans l'eau 7 minutes à ébullition, et puis après, derrière, on les refroidit sous l'eau froide, on les met au congélateur toute la nuit, et vous pouvez les utiliser le lendemain. Et tu les blanchis qu'une seule fois? Qu'une seule fois.
Donc là, on va porter une cuisson, ce qu'on appelle une cuisson au boulet. C'est en température de sucre. Voilà, c'est la température de sucre. Le petit boulet ou le gros boulet? Alors moi, je cherchais juste le boulet. On va être sur une cuisson à 125 degrés. Très bien. Exactement. Il est où ton thermomètre? Alors moi, je travaille sans thermomètre. Voilà, c'est les Pareil, c'est la méthode à l'ancienne. Voilà. Alors dans le temps, on avait cette méthode-là que je vais vous montrer, qui était assez simple. 125 degrés chez vous, ça sera très bien. Dans le temps, on prenait l'apprenti qui mettait le doigt dans le sucre. Les apprentis sont un peu plus compliqués maintenant. Donc on peut moins leur mettre les doigts dans le sucre. Voilà. Sentiment corporel, je crois. Donc c'est relativement simple, vous allez voir. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'eau. Oui, une petite assiette. Ouais, on va prendre une petite casserole avec ce qu'on a sous la main. Et on va aller chercher la cuisson du sucre. Ah oui, de toute façon, là, tu avais demandé de l'eau, je pensais que c'était pour boire, en fait. Ah bon, je crois pas d'eau. Ah oui, c'est ça. Ça roule. Oui, puis j'imagine que comme tu as l'habitude, à l'œil, tu vois bien. Oui, alors c'est vrai qu'on le voit assez rapidement à l'œil maintenant. On maîtrise un petit peu. Oui. Mais l'idée, là, c'est vraiment de montrer aux gens des choses, tu sais, très simples. Moi, j'aime bien, ça fait partie de nos métiers, la transmission, c'est important. Et effectivement, de montrer des choses très simples comme ça, sans aller chercher des coûts. Acheter un thermomètre, ça ne vaut pas très cher, un thermomètre à sucre, ça vaut 20-30 € à peine. Donc on peut effectivement démarrer, mais si on veut essayer à la maison, on démarre tout de suite en rentrant, là, par exemple. Vous n'avez pas, dès que le magasin n'est pas ouvert. Attendez la fin de la viande quand même, c'est pas gentil. Alors, tu vas faire une photo de clémentine? Alors en fait, sur la clémentine, oui, tout à fait. Donc je vois que tu mets une partie avec la peau et une partie sans la peau, Oui, c'est ça? je travaille sur les deux. Alors c'est tout simplement, plus on va laisser clémentine avec la peau, ou tout ce qui est agrumes avec la peau, plus on va avoir des notes d'amertume. Et de pectine aussi, effectivement. Donc on a un seuil où on ne peut pas descendre en dessous. Voilà, je dis sur 1 kg de fruits, il faut garder au moins minimum 300-350 grammes de clémentine entière, parce que si on descend en dessous, on n'aura pas suffisamment de pectine naturellement. Là, c'est un bon truc. Parce que quand on a des confitures qui ne prennent pas assez. Alors ça, c'est souvent, comme tu dis, c'est souvent ce qu'on me dit, ah, la confiture, ma fraise, elle n'est pas prise, comment ça se fait? Je l'ai cuite pendant une demi-heure, 40 minutes. Bah, la fraise, elle est morte, la pauvre dame, voilà. Alors, il y a très peu de pectine, mais l'apport du citron qu'on fait, si tu veux, va nous permettre vraiment d'avoir cette gélification quand même. Et il faut savoir, souvent, quand on travaille comme ça de façon naturelle, c'est-à-dire sans utiliser des gels sucre ou des produits sucres, des prix, alors, pas de marque, mais quand on n'utilise pas ce genre de produit, on peut travailler très bien sur la pectine naturelle du fruit, mais au-delà de 20 minutes de cuisson, la pectine, elle est brûlée. Ça veut dire que, de toute façon, la gélification ne sera jamais. Alors, des fois, ça joue sur juste un petit détail, c'est-à-dire, on joue sur le pH, c'est-à-dire qu'il y a un petit manque d'acidité qui fait qu'en rajoutant juste dans votre confiture de fraise, si elle n'est pas prise, 2-3 petites gouttes de citron, et ben voilà, la gélification va se faire et vous n'aurez pas besoin de refaire plus. Alors moi je veux dire, nous on essaie, moi je suis un peu perfectionniste. Voilà, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur. Je contrôle chaque truc Brix, c'est-à-dire le Brix, c'est le taux de sucre qui est compris, effectivement, la valeur de sucre qui est compris dans le fruit. Chaque Brix, et j'ai fait un tableau de conversion pour avoir ma teneur en sucre. Là, généralement, sur une confiture à la maison, vous pouvez travailler jamais en dessous de 650 grammes si vous êtes vraiment en pectine naturelle. Parce que si vous êtes en dessous de 650 grammes pour 1 kg de fruits, vous avez effectivement un seuil de rupture, vous n'aurez pas assez de sucre, et vous avez forcément décroché, donc vous aurez un produit qui sera trop liquide. Là, on va pas être loin. Hein. On a tous envie de faire la confiture. C'est sûr. Alors là, tu vois. Il a mis un petit peu de sucre. Je mets un petit peu de sucre. Dans l'eau, il est devenu. Alors on a encore un petit peu. Voilà, on a encore un petit peu parce que vous voyez le sucre reste encore. L'idée c'est d'aller chercher vraiment ce côté bonbon. Donc ça, par contre, quand on est là, effectivement, ça va arriver très très vite. Là on n'est pas loin, ça arrive très vite. Du moment où on arrive aux alentours des 120 degrés, 118, 120 degrés, ça joue en quelques secondes. Voilà. Donc là on est bon. On va laisser dedans, comme ça on va mettre les trucs. On va éviter de se faire avoir, sinon on va se retrouver. Voilà. Et là, tu
va cuire combien de temps? Alors là, on va cuire, oui, alors sur une base d'1 kg, là j'ai fait 500 grammes, mais sur une base d'1 kg, je vais être maximum sur les oranges, on pousse un peu plus la cuisson, on va être 18 minutes, pas plus. Ah oui, tu vois même. Ah oui, ouais. Parce qu'il faut vraiment que avec la peau, le zeste et l'osiste, la peau, voilà, si tu veux, deviennent translucides. Et qu'on n'ait pas non plus trop de fermeté. Il faut toujours avoir un petit peu de mâche, parce que c'est important, voilà. Et de se retrouver effectivement avec un petit peu de transparence. Alors on ne va pas brusquer, parce que vous voyez, il y a eu un petit choc thermique, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, il y a eu un petit choc thermique, donc on a mis les oranges froides dedans, ça a bloqué un petit peu le sirop, et puis tout doucement ça va se remettre, et on va pousser gentiment la cuisson, un petit bouillon pendant à peu près 15-18 minutes au maximum. Oui, je vais être 20 minutes. On va voir à l'œil. Bah, tant pis, moi je vais Au doigt et à l'œil. Alors là, tu vois, c'était la recherche du sucre qu'on cherchait, c'était ça. Si tu veux mettre ton micro, Mercole, tu vas voir. Vous avez entendu? comme un caramel dedans. Voilà, on est vraiment un petit bonbon. Là, on a la cuisson parfaite, effectivement, pour pouvoir démarrer la confiture. Et comme rien se perd, on remet dedans, il va refondre. Voilà. Alors, si on le voit... Ça fait vif. Alors, je vais... L'idée, c'est effectivement, sur cette technique-là, c'est d'évaporer rapidement l'humidité pour que le sirop rentre dans le fruit. Pour qu'on ait un phénomène de reste à feu assez vif. On reste à feu assez vif. Alors, on va baisser un petit peu là, parce que c'est un peu bon quand même. Il faut un petit bouillon. Est-ce que tu vas écumer? Alors, j'ai plus... Question existentielle. Oui, toujours la question. Alors, moi, je dis ne jamais écumer lors de la cuisson. Alors, une fois que tu as coupé, tu vas effectivement attendre 30-40 secondes, et après, tu viendras écumer. Pourquoi? Parce que quand on est en ébullition comme ça, et à la fin, bah, la pectine est en suspension. Et si tu enlèves effectivement l'écume, tu enlèves une partie de la pectine. Top, top. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'attendre effectivement la fin de cuisson. Je savais qu'il fallait faire à la fin, mais je ne savais pas cette histoire de pectine. Ah oui, bah c'est justement pour ça. Et à la fin de la cuisson, on va attendre que ça ne boue plus, ça va devenir tranquille, la pectine va redescendre et on enlèvera l'écume. Voilà. L'idéal, c'est toujours d'enlever l'écume. Pourquoi? Parce que vous regardez là, par exemple sur des industriels, voilà, vous verrez effectivement sur certains pots de confiture indiqué trace de beurre. Trace de beurre, c'est une technique qui existe. On met dans la confiture un petit peu de beurre, un petit peu de matière grasse qui va venir envelopper les particules d'impureté et qui fait que l'impureté retombe dedans, ça évite la perte à l'écumage. Les artisans, vous ne verrez jamais ça dedans parce qu'on va enlever l'écume. C'est toujours mieux d'enlever les impuretés. C'est souvent l'impureté du fruit, l'impureté du sucre, effectivement, qui est dans cette écume. Alors, ce n'est pas un produit du tout mauvais, je vous rassure. Moi, les enfants, ils adorent ça sur une tartine. Voilà. Donc, on perd rien. Ah là là. Moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère. Quand on faisait les confitures de framboises du jardin, on prenait juste l'écume, comme ça, c'était extraordinaire. Et alors, ça peut même servir, tu sais, pour un dessert. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Moi, en Anjou, on a ce qu'on appelle le crémé d'Anjou. Est-ce que tu connais? Je connais de nom, effectivement. Alors, le crémé d'Anjou, c'est une base de crème, de blanc d'œuf et de sucre. C'est une très très belle recette. Et effectivement, on monte les blancs d'œuf, on mélange avec la crème, avec un peu de sucre, et on met dans un petit moule en terre cuite, et ça s'égoutte toute une nuit, et ça fait un petit peu comme un blanc mangé. Et là-dessus, tu peux mettre la petite écume de confiture dessus, c'est extraordinaire. Tout ça. Voilà, vous avez noté, parce que c'est une recette. Oui, ce serait bien d'en enlever moi. J'ai pensé. Non, mais ça sent bien. Alors moi alors souvent, je le dis quand je voyage, j'ai cette chance-là. Moi, je travaille du sucre blanc, il y a une raison très simple, c'est que c'est du sucre de betterave. C'est un sucre qui est blanc naturellement. Voilà. On a la chance aussi, ça c'est une question de personnalité, d'avoir le nord et l'est de la France, où on a une grosse production de sucre de betterave sucrière. Faire venir un sucre de 8000 km, peut-être que c'est mieux de le faire venir d'un peu moins loin. Voilà. Après, souvent, quand je vais effectivement dans les îles, dans les Caraïbes, tout ça, je leur dis travailler plutôt le sucre de canne que vous avez chez vous, parce que ça peut effectivement, on va travailler, consommer local, c'est aussi un moment consommer, garder nos emplois, donc toute une chaîne un petit peu morale à avoir aussi là-dessus. Donc tu vois, ça devient transparent. Alors là, on ne va pas être très loin. On va faire 15 minutes, hein. Oh, il y a une petite quantité. Il y a une petite quantité. Alors là, là-dessus, on peut s'amuser avec plein de choses. La confiture, c'est pas juste des fruits à la base. Ça peut être aussi, par exemple, dedans, on pourrait s'amuser avec
un petit peu de l'épita. On est sur les amis corses. On est sur nos amis corses, un petit peu de l'épita. On peut faire différents mélanges. On peut mettre un petit jus d'herbe dedans aussi. T'aimes bien mettre des herbes, hein? Ah, j'aime bien. Dans les confitures qu'il a faites pour Jean Supplice, il me semble que je me souviens, il y a quelques herbes. Ah, Jean, ouais, forcément, parce que tu connais bien sa cuisine. Et voilà, c'est... Alors, vous pouvez travailler la framboise avec l'estragon, vous pouvez travailler, alors Jean aime beaucoup, comment ça s'appelle, la livèche. Donc la livèche va très très bien. C'est le sauvage. Donc on peut travailler vraiment plein de choses. Mais en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on les goûte, le goût est très subtil, l'équilibre est très subtil. Il faut vraiment pas que l'herbe domine, c'est dommage. Mais il faut que ce soit subtil et original à la fois. C'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le juste dosage. C'est ce que tu as fait. Oui, l'idée c'est... Moi j'aime bien, si tu veux, j'ai une chef ici de la région qui m'a dit un jour, Stéphane, tes confitures, et c'était vraiment un joli compliment, c'est un grand plat dans un petit pot. Donc c'est effectivement juste rechercher l'équilibre en ayant, moi je pars du principe, il y a beaucoup de gens qui font de la confiture et qui assemblent les produits, où vous ne trouvez pas forcément des strates à la dégustation. Par exemple, si vous faites, moi je fais une pomme yuzu sésame noir, vous allez avoir la pomme, vous allez avoir le yuzu, vous allez avoir les graines de sésame noir qui vont vous amener un côté un peu torréfié, un peu noisette. Donc c'est toujours avoir les différentes strates à la dégustation. C'est souvent ce que je dis aussi. C'est ce qu'il y a de très compliqué, d'avoir la subtilité, de ne pas avoir un parfum qui passe au-dessus de l'autre. Et puis on retrouve aussi les textures. J'aime bien travailler les textures. Et ben là, on va vérifier. On est assez raccord. Moi, pendant ce temps, j'ai fait une petite chantilly. Donc j'ai débarrassé en fait la ganache que j'ai mélangée. Je l'ai mise en poche. Pour la faire chauffer, j'en ai mis fait sous ma porte, un petit peu refroidir. Crème chantilly sucrée à 10% avec une gousse de vanille. 500 là, pour vous dire 500 g de crème, j'ai partagé mon litre en deux. Donc j'ai mis à l'intérieur une gousse de vanille. On ne le jette pas, après ça, on fait son sucre vanillé en le mettant naturel, en le mettant dans un petit pot avec du sucre. Ou on la laisse sécher et on la broie finement et ça fait sa poudre de vanille. Poudre de vanille, c'est très bien aussi. Voilà. Parce que tu dois faire un couper. Non, mais c'est très bien. Pendant que je pense. On a d'astuces. Voilà. Ou moi, c'est vrai que sinon, quand je fais bouillir du lait ou quoi que ce soit, je la mets comme ça, ça peut parfumer une crème déjà comme ça. Et donc j'ai sucré un petit peu quand elle commençait à prendre et je l'ai mise en poche. Voilà. Ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, la crème de marron, je l'ai mise en poche. Alors on peut faire poche à double. Moi j'aime bien, je suis plutôt adepte quand on fait des crèmes, des ganaches. Moi j'aime bien lisse. Alors quand c'est lisse comme ça, avec des textures, il n'y a pas forcément besoin de mettre une douille. Ça fait voilà. Comme ça, et j'ai pelé pendant que Stéphane faisait la confiture, j'ai pelé à vif, donc une clémentine. Toujours pareil, quand je disais qu'il allait avoir plusieurs textures dans ce dessert, c'est avoir aussi le fruit frais. J'ai fait à la base des meringues parce que je me suis dit qu'on allait pas passer une heure et demie ensemble, mais je vous aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, je me disais que vous pouviez faire plusieurs. On ne connaît pas le four, hein? On ne connaît pas le four, alors, mais il y a un four. Oui, on a plus de macarons ce matin. C'est vrai, génial. Et donc c'est vrai que j'ai fait des meringues avec moitié sucre glace, moitié sucre semoule, du blanc d'œuf, et puis tout doucement à 110 degrés. Je ne sais pas si tu peux aussi à 110 degrés. Absolument. Donc voilà, un petit coup de citron, juste comme ça, et on les fait voilà pareil. On les fait pareil à la poche à l'huile lisse. Voilà, des petites meringues. Et ce qui est un petit peu drôle comme ça, vous savez, au moment de faire des dressages, en général, vous voyez tous les chefs qui ont tout déjà de près, donc c'est ça qui est assez intéressant. On n'est pas obligé de tout faire le même jour, hein, comme je vous disais. On ne fait pas tout d'un coup comme ça, mais sinon, moi, quand je fais des meringues, je ne vais pas me laisser en faire 4. Voilà, pareil. Donc pour les ganaches, on peut les conserver quelques jours aussi. Donc c'est ça qui est un peu intéressant à la chantilly, par contre. Ça se fait au quotidien, mais ça va très vite. On a le temps de faire une confiture, on peut faire une chose. On n'a même pas entendu qu'elle faisait la chantilly. Alors là j'ai fini la cuisson. Alors il y a le petit test à l'assiette qui est assez simple chez vous pour voir la nappe. Si vous allez mettre une assiette au frigo, puis à la fin de cuisson, vous prendrez une petite goutte, vous mettrez sur votre assiette, vous penchez votre assiette, ça doit légèrement couler, et quand vous allez passer votre doigt, vous allez avoir cet effet de nappe. C'est-à-dire un peu comme tu sais la crème anglaise. Voilà, comme la crème anglaise. Et du moment où vous avez cet effet de nappe, voilà, et ben vous savez qu'au refroidissement, votre confiture aura la bonne gélification, la bonne texture.
Alors là, je ne vais pas écumer parce qu'on est sur une petite quantité, il n'y avait pas besoin. J'ai laissé reposer, j'ai enlevé mon citron, et donc à la fin toujours. Et là, on pourrait écumer maintenant. Il n'y a pas d'écume. Et donc là, une fois que la confiture est faite, chez vous, ça va être très simple. Alors, on ne va pas l'utiliser tout de suite sur le dessert, c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu à part. Mais vous la mettez en pot. Donc vos pots, vous les prenez, vous lavez vos pots, vous passez soit au four à 150 degrés pendant 2-3 minutes pour les stériliser un petit peu, soit vous mettez, si vous n'avez pas, vous faites pas une grosse quantité, allumez le four sans béton. On a tous des petits puits vapeur maintenant à la maison, vous mettez vos pots à l'envers dans un nouvel puits vapeur, et comme ça, c'est impeccable. Une fois que c'est fait, vous remplissez vos pots à la louche, vous mettez vraiment le plus rare possible, c'est-à-dire 2-3 mm grand maximum du beurre, il faut laisser le minimum d'air. Vous fermez, vous capsulez, vous retournez. Voilà, tout simplement. Pourquoi on retourne le pot? Parce qu'entre la confiture et la capsule, il y a un espace d'air. L'objectif, ça va être effectivement, c'est pour ça qu'il faut laisser le moins possible, de transférer cet air à travers la confiture pour qu'elle se stérilise. Et la confiture qui va être en contact avec la capsule va permettre de stériliser aussi votre capsule. Et vos confitures se garderont pendant un an. Pour ceux qui ne sont pas courants. Pour ceux qui sont pas courants. Donc moi, j'ai pris plein de choses là. Tranquillement, moi je vais commencer un petit dressage. Donc j'ai mis ma ganache en poche. Premier geste à faire quand on coupe, on jette le petit morceau de plastique de la poche parce que 95% de chances que ça finisse parce que ça adhère à votre manche et ça finit dans la préparation. C'est pour ça que je disais ce matin que maintenant on a des poches vertes et bleues comme ça. On le voit mieux. On le voit mieux dans la préparation. Exactement. Voilà. Non, je colle. C'est ça, mais c'est vrai que voilà. Donc là, c'est vraiment l'astuce, vous pouvez vous jeter. Et donc après, ça c'est vraiment une question de. Voilà, de feeling, de comment vous voulez dresser. Là, nous, on va essayer de faire une assiette un petit peu généreuse voilà, pour pouvoir goûter. Et peut-être qu'après les préparations, on va pouvoir en mettre dans des berries comme ça pour que vous puissiez goûter un petit peu. Alors ça, c'est une petite clémentine du Vésuve. Alors, il y a effectivement le type de champion du monde. Il y a des concours que je ne peux plus faire parce que j'ai été classé hors concours sur les championnats de France, championnats du monde. Mais je participe toujours au concours général agricole tous les ans. Et donc cette année, on a la chance d'avoir eu 5 médailles encore la semaine dernière sur le concours pour 5 produits, dont la petite clémentine du Vésuve. Ça, c'est une petite pépite que peu de gens connaissent. C'est une clémentine qui pousse sur les pentes du Vésuve. On est en Italie. Donc vous voyez, il y a le volcan, on a tous entendu parler de Pompéi. Voilà, il y a le volcan et vous avez une microproduction qui se fait. C'est-à-dire qu'on a sur l'année à peu près 500-600 tonnes de clémentines qui sont produites. Pour vous donner un ordre d'échelle, la clémentine de Corse, c'est 30 000 tonnes. Voilà. Ce produit-là, on a eu la médaille d'or. Et c'est un produit qu'on fait cette année, on n'aura pas plus de 300 tonnes. Dans la commercialisation, c'est tout. Donc c'est vraiment une petite pépite, donc vous l'avez pour faire. Voilà, c'est des produits très très rares. Alors j'aime bien aller chercher ces petites choses-là. J'ai rien contre nos amis corses, bien au contraire, et tous mes confrères confituriers corses font de la clémentine de Corse, donc je leur laisse. Mais l'idée maintenant, c'est effectivement d'aller chercher peut-être les fruits que les autres ne font pas. Là, j'aime bien sur la Drôme, j'ai ma productrice d'abricots, tout le monde des médailles d'argent avec notre abricot. Il vient effectivement de la région. Oui, ils sont excellents. Et c'est une productrice qui fait du vin bio. Son père avait encore des très vieux abricotiers avec un très faible rendement. Et derrière, effectivement, on voulait les arracher. Alors je lui dis non, ne les arrachez pas, je vous prends tous les ans toute votre récolte. Et ça permet d'avoir des abricots donc, de la région qui sont du Bergeron et on a de l'Oranger de Provence. Très très bien ça. Alors ça, tu vois, c'est pareil. Nous, on travaille. On a des micro-zestes, c'est-à-dire qu'on travaille les zestes à 1 mm d'épaisseur pour vraiment avoir ce jeu de texture et retrouver une légère amertume. C'est le genre de produit, ça fait partie des variétés un petit peu souches. C'est-à-dire que souvent on achète maintenant les gens quand vous mangez, vous aimez bien avoir des fruits, par exemple les clémentines et les mandarines, il n'y a pas de pépins. Donc ça, ce sont que ce qu'on appelle des hybrides. Ce sont des croisements. Moi je travaille, 1 kg de mandarine, ça vous fait, allez, on va parler sur 10 kg. 10 kg de mandarines épluchées, de clémentine, on a 1 kg de pépins. Quand on était, enfin moi, à ma génération, quand on était petit, d'abord le clémentine n'existait pas. Il y avait des mandarines, elles avaient plein de pépins, elles avaient un autre goût. Ouais. Hein? Quand on en retrouve maintenant, parce que Dieu merci, il y a certains qui retrouvent des vraies variétés,
c'est vrai que c'est super, des pépins et des pépins. Moi, je cherchais beaucoup sur l'Italie parce que, alors je travaille de l'Orange de Nice aussi parce qu'on a la chance d'avoir un terroir sur le côté de chez Claire qui est sur les agrumes, mais j'ai rien contre les Espagnols non plus, mais je vais rarement sur l'Espagne parce qu'il y a une grosse production très traitée. En Italie, on arrive à retrouver, voilà, surtout sur la Sicile, tu vois, je travaille la mandarine de Palerme, on est sur une vieille variété et c'est un produit qui est juste extraordinaire. Donc l'idée d'aller chercher comme ça ces vieilles variétés que les autres ne font plus, souvent c'est effectivement un verger que le papy a pu abandonner parce que ça ne donnait pas, ça ne payait pas à une époque, et derrière on arrive à relancer un peu ce genre de culture. Alors sur ces produits, ça va être très compliqué, clairement. Ils monopolisent la production. Voilà, non, ça va être très compliqué parce que comme je dis, rien que sur la clémentine du Vésuve, ça représente 8% de la production italienne en agrumes, vous voyez, c'est vraiment rien. Et quasiment toute la production est consommée sur place. Donc c'est pour ça que même vous n'avez pas d'autres confrères qui le font, parce que j'ai la chance d'avoir pu... là-dessus, voilà. Après, vous pouvez travailler sur des bases de clémentine. Vous avez des très belles maisons aussi, des très beaux producteurs, voilà, la chaise qui sont extraordinaires. Qui sont à la recherche de variétés anciennes, qui font aussi des greffons, des hybrides. Qui donnent des résultats super intéressants, avec des parfums super intéressants. Donc c'est vrai qu'on peut trouver des choses, peut-être pas qui rappellent, mais vous êtes jeunes, le goût d'enfance, mais... Vous avez, Michel et Bénédicte Bachès, ils sont producteurs donc, à Eus, dans les Pyrénées-Orientales, et ils ont un peu plus de 1600 variétés d'agrumes. C'est extraordinaire. Au Syrah, ils avaient exposé tous leurs agrumes la dernière fois, mais c'est des choses incroyables. D'accord, oui. Perpignan. Alors moi, je travaille aussi une bonne partie de mes agrumes sur certains produits. On travaille la Bigarade de Séville, qui est la variété souche de la Bigarade amère. Alors là, j'aime bien l'histoire. Donc, on a tous connu Charles Martel, on en a entendu parler. Donc les Morts avaient envahi l'Espagne, effectivement, et ils ont importé les oranges et les bigaradiers d'Afrique du Nord et ils les ont implantés sur l'Espagne. C'est pour ça qu'on trouve dans les jardins autour de Séville. Et si on parle confiture, on va remonter un peu plus loin. Les Espagnols et les Anglais aimaient bien un petit peu se bagarrer sur les mers. Les Anglais ont saisi un navire espagnol, se sont retrouvés avec des oranges à croquer qui étaient immangeables, comme ça. Ils les ont ramenés en Angleterre, les ont fait cuire. Et c'est là que Paddington, l'ours, est tout content de manger de la marmelade d'orange amère. Voilà. Donc, et vous avez Philippe Cara, qui est à l'Allon des Morts, qui effectivement produit aussi des agrumes. Donc je travaille une partie avec lui sur certains concours, là j'ai eu aussi quelques Mambouda. Donc voilà, pour s'amuser. Un citron galé, c'est juste extraordinaire. C'est un petit citron originaire de la Réunion, avec le goût du citron vert et des notes dans le zeste un peu poivré. Voilà. Très très bon. Et pour ceux qui habitent ici, pas très loin, en Suisse, certes, mais Nîmes. À Nîmes aussi, en Suisse. Il fait un petit peu comme Bachès, mais moins grand envergure quand même, mais il a des super agrumes. Et c'est même très bon. On a pas mal d'amis restaurateurs qui habitent à Haute-Savoie, qui cherchent des produits locaux, qui se servent chez nous. C'est moi là que je cherche. Ça, c'est un travail minutieux. Bon, on passe à table. Il n'aura jamais su. Non, mais la réponse qu'on va faire, c'est dans les défis. On va vous endresser dans une petite lettre et ne pleurez pas. Mais j'espère que vous allez garder une petite place pour le recette. Elle a encore ça. Ouais, les cheveux. Non, on va pas ça. Moi, je fais attention, hein, là, je peux voir en recette. Oui, je préfère aller pas souvent et manger très bon que d'aller dépenser, je ne sais jamais, moins de 30-40 € pour un truc sans intérêt. Mais non, au quotidien, il faut manger simplement, des bons produits et ça, moi je mange beaucoup de choses. Et du bon, et des bons. Tout va bien. C'est ça, on y arrive. Ce qu'il faut, c'est que
à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une prise de conscience de votre part à tous, c'est effectivement d'aller faire confiance à vos producteurs. Demain, si effectivement vous avez la chance d'avoir des producteurs tous autour de chez vous, demain, effectivement, vous pouvez aller dans les usines à manger, on va chez Carrefour, et puis au champ, et puis on va avec le caddie, et puis on prend tout ce qui traîne sur les rayons. Et il y a un moment, voilà, on a ce qui n'est pas bon et des fois malheureusement trop cher. Donc il vaut mieux, effectivement, il y a des AMAP, il y a tout ce genre de choses, des petits producteurs. Moi j'ai un petit producteur bio à 2 minutes de chez moi, Harald, un cheval, un champ, donc ça s'explique pas, tu vois. Et il produit tout en bio, et vous allez, voilà, on va manger en ce moment, effectivement, on va manger les légumes de saison, on est sur les grones, on est sur les racines, on est sur il y a encore quelques choux, malgré le gel, mais on ne va pas s'attendre effectivement à manger de la tomate. Mais malheureusement, quand vous allez dans les usines à manger, effectivement, vous retrouvez les gens achètent des tomates. Et je ne parle même pas des primeurs, parce que j'ai rien contre les primeurs, mais quand vous avez des amis qui sont nos primeurs et qui, en ce moment, commencent à vous vendre des fraises, commencent à vous vendre de la tomate tout l'été, avant l'été, c'est un peu compliqué. Là, les premières asperges françaises, ça commence juste à arriver, c'est pas au mois de décembre, ça commence juste à arriver. Donc effectivement, l'idéal, je pense que vous vous apercevrez que on a perdu, dans notre société, maintenant, on a perdu juste un peu de bon sens. C'est-à-dire qu'on va dans les usines, vous allez acheter effectivement, remplir le caddie, parce qu'on est tous pressés, que les enfants pleurent, que... Voilà. On a juste envie, enfin, quand on met les courses à l'arrière chez HBB, on met le môme dans le coffre. Mais derrière, à un moment, c'est qu'une partie de ces achats-là, bien souvent, on voit, les gens en jettent. Voilà, il y a le gaspillage, en jette. Alors que si vous alliez tout simplement chez votre petit maraîcher, vous allez prendre une fois par semaine un petit panier, vous en aurez pour 20, 30, 40 euros. Vous allez, moi c'est ce que je fais, le samedi, on passe un peu de temps à l'épluchage, on se fait ça, on commence à cuisiner, on fait des petits sachets, on congèle, et puis dans la semaine, on ressort vite fait pour cuisiner. Vous verrez qu'économiquement, vous allez les retrouver, vous allez manger de très bons produits. Il y a de plus en plus de magasins, maintenant en Savoie, on a beaucoup de magasins de producteurs qui se groupent et qui proposent leurs produits, et ça c'est génial. À l'heure actuelle, c'est impensable que dans la société où nous sommes, c'est-à-dire que nous, nos agriculteurs, n'arrivent pas à vivre de leur travail. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup d'amis agriculteurs qui sont producteurs, et ce qu'ils demandent, c'est pas avoir, on va rentrer dans un schéma politique, c'est pas vivre des subventions, c'est juste de vivre leur travail. Voilà. Donc à un moment, effectivement, une carotte, moi j'ai vu même, sans parler de carotte, mais une tomate bio, qui en ce moment vous achetez sur un étal en magasin, c'est une tomate qui vient d'Espagne, du Portugal, voire d'Afrique du Nord. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques. Déjà, c'est pas la saison, et ensuite, le bio n'est pas le même en France. Voilà, la réglementation européenne est très compliquée. Et à un moment, effectivement, il vaut peut-être mieux, plutôt que d'acheter une tomate à 2,50 € à l'heure actuelle, aller chez votre producteur et acheter, on va dire, une bonne carotte à 1 €, 1,10 €, mais que le producteur aura produit à côté de chez vous. Et vous verrez que gustativement, c'est complètement différent. Oui. Alors moi j'utilise les légumes. Alors moi tout ce qui est confiture classée, c'est super. En Espagne, ils utilisent beaucoup la courge spaghetti. Ouais. Les légumes, on peut, par exemple, moi cette année, j'ai lancé sur ma région, j'ai initié le conservatoire des fruits d'exception parce qu'on est en recherche de retrouver les vieilles variétés de fruits pour avoir des vrais fruits. On a le château de la Bordelzière, je ne sais pas si tu connais, à Montluy-sur-le-Mar, qui est conservatoire. Donc c'est le conservatoire national de la tomate, il y a plus de 700 variétés de tomates. Et on fait effectivement, on travaille sur la tomate. Donc l'année dernière, j'ai travaillé sur les différentes variétés de tomates qu'on va avoir, les différentes couleurs pour voir les goûts. Alors la confiture de tomates vertes, historiquement c'est très simple, c'est qu'on arrive en fin de saison, elles vont pas mûrir, donc de toute façon, plutôt que de les perdre, c'est très bien de les utiliser. Voilà. Mais on peut travailler tout type de légumes dans la confiture, même des associations de légumes fruits. Moi j'ai fait pour un chef, Thierry Drapeau, je pense que tu le connais aussi. Donc on a fait abricots, carottes, fenouil. Voilà. Donc on peut effectivement faire des mélanges et des associations sans problème. La lentille, oui, tout à fait, c'est très très bon. Oui. Alors vous avez effectivement François Lanière,
C'est la galette à la gisse aussi, ouais. La gisse, il fait des desserts à base de lentilles confites, un peu comme les azuki japonais, en fait, comme les haricots japonais. C'est l'esprit, c'est super. Ça va très très bien. Donc il faut pas forcément avoir de limite, après c'est juste une question d'équilibre de goût et de chercher effectivement le bon produit, tout simplement. On mange, chef? Oui, je sais. Bon, c'est bien parce que vous êtes actif, vous posez des questions. Mieux que ce matin. Voilà, regardez. Faut dire que la confiture vous branche plus que les macarons. Vous êtes moins timide que ça. Ça doit être ça. On est moins intimidant que nous. Puis on parle beaucoup aussi, le centre. Pardon? Ben non, il fallait bien ce matin. Ah oui, mais on ne peut pas se multiplier, c'est dommage. Je t'explique. Oui, Eugénie, vous voulez déguster? Il va y avoir une dégustation. On a des petites cuillères aussi, parce que là, le jour. Donc ça, c'est. Oui, ça va être gros. Là, normalement, c'est la rouge. Alors tu vois, pas trop sucré. Alors là, moi, côté dressage, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est vrai que là, pardon, des fois, on agrémente de fleurs, de végétaux. Ça sert à rien. Cyril, il vient là, il dit c'est sur quoi ces fleurs et il les enlève. Allez, ça sert à rien, c'est moche. Et donc là, vous avez le goût en fait. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est plutôt monochromatique, on est sur 3 couleurs. Très joli. Mais voilà, vous avez le produit, je sais pas, vous allez manger quelque chose, il a du goût. Vous avez ce plus la texture, c'est ce que vous allez retrouver dans le. Alors moi je reprendrai un peu le slogan de David, je ne sais pas si tu connais, mais le restaurant L'Assiette à Paris. Je ne suis pas parisien. Ah, bah va falloir qu'on y aille quand tu seras parisien. Oui, tout à fait, il y a burger. Il y a un slogan qui s'appelle Ici on suce pas des fleurs. C'est pas mal, c'est pas mal. Les enfants, il n'y a pas là. Donc pour revenir sur les confitures, effectivement, on peut juste s'amuser avec des accords de goût et n'hésitez pas justement à montrer à vos enfants. Parce que c'est juste la transmission qui va vous permettre effectivement aussi de faire partager le bon goût. Voilà. Merci à vous. Merci Stéphane, merci Claire, mais maintenant ils attendent de manger. Hein. On a nos petits élèves de l'école hôtelière de Tain-l'Héritage qui sont là et pour aider à dresser et à faire petit commis. Ils s'entraînent pour plus tard. Première, Ça vous a donné envie de goûter. comment il partirait? Voilà ceux du service qui vont faire passer les petites verrines. C'est ça, vous êtes là pour ça. Hein? À mon avis, vous êtes venus là, il va falloir assumer. Hein? Est-ce que tu en as su aussi? Ah non, encore. Sur celle-là? Non. Ah bah oui, mais je n'ai pas de chance. Tu n'as pas mis tes lunettes? Non, aujourd'hui on sera quoi? Demain on sera avec. Non, mais c'est des clips, hein, c'est pas à chaque fois changer de lunettes, c'est des clips. C'est français. Oui, il y en a un avec même non, c'est quand les gens me reconnaissent pas. Ils savent que je suis là, donc c'est pas grave. C'est pratique, les
sortir. Oui, Zenka, ça s'appelle, c'est une marque française. Il y a plein de gens qui m'écrivent, ah, c'est pas Zenka. Ah bah non, le plus fort, c'est Audrey de Culturelle. Et maintenant, j'en veux des cookies, quoi. Bon, vous avez plus d'autres questions? Comment? Ah bon, mais c'était avant? Ah, c'est après encore? Il travaille. Un ce matin, hier et un cet après-midi. C'est bien, il adore ça. C'est super intéressant.